Alors, Nicolas Offenstadt, bonjour. Vous êtes avec nous présent aujourd'hui pour parler d'un ouvrage spécialement sur la Grande Guerre, carnet du centenaire. Donc, il est édité chez Albin Michel et aussi en partenariat avec la mission du centenaire en 2013, et donc à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918. Donc, vous l'avez écrit en collaboration avec André Loz, qui est aussi agrégé et docteur en histoire. Donc, à travers 9 chapitres dans cet ouvrage, vous revenez sur la Grande Guerre et vous retracez un peu son histoire et aussi ce qui s'est passé. Donc, après la Grande Guerre, vous replacez notamment ce discours dans son ampleur mondiale, avec des mentions sur les colonies, ce qui est très intéressant. Vous présentez aussi ces différents acteurs et ces différents lieux. Les mémoires de la guerre aussi et ses monuments, avec notamment la production artistique et les écrits qui en ont découlé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre ouvrage, on retrouve des objectifs beaucoup plus historiques et historiographiques, c'est-à-dire que vous donnez les outils des historiens, les discours qui ont évolué à propos de la Grande Guerre, et aussi vous faites donc une mise au point sur la recherche actuelle et passée, ce qui est très intéressant pour le grand public. Donc, on va commencer par une question très basique et primaire, c'est-à-dire quelle a été l'idée de cet ouvrage à l'occasion de la mission et quelles ont été les modalités en fait de son écriture avec André Loz. Disons qu'il y a eu plusieurs objectifs dans cet ouvrage. Le premier, c'était de donner une ampleur mondiale à la Grande Guerre, parce que André Loez et moi, ça fait des années, et même plus, que nous travaillons sur la Grande Guerre, et on a souvent tendance en France, nous comme les autres, mais à culpa aussi, à se concentrer sur l'histoire des poilus, sur l'histoire du front occidental, depuis les 800 km de zone de front depuis la mer du Nord jusqu'à la Suisse. C'est vrai que c'est très important, que c'est central dans la mémoire française, dans l'histoire en général. Et du coup, on a souvent tendance à minimiser le reste du monde et les implications du reste du monde dans la Grande Guerre. Or, la Grande Guerre, c'est vraiment une grande guerre mondiale. Et ça, c'était le premier objectif, c'est rappeler qu'on s'est battu en Afrique, et que pour certains pays africains, ça a même été extrêmement douloureux. Par exemple, pour le Cameroun, où il y a eu de très grosses mobilisations, non pas seulement de troupes, mais aussi de personnel logistique par les Allemands qui ont beaucoup souffert. On s'est battu en Mésopotamie, on s'est battu sur mer. Des populations civiles ont souffert dans le monde entier des conséquences de la guerre, soit directes, soit indirectes. Ça a concerné l'Amérique latine comme l'Asie. Et donc, du coup, c'est cette dimension mondiale du conflit qu'on voulait rappeler. Donc, décentrer le regard. Ça, c'était le premier objectif. On pourrait y revenir sur cette dimension mondiale. Le deuxième objectif, c'était de raconter la guerre autrement. Parce que pour nous, il était insatisfaisant de partir en 14 et d'arriver à 18 comme si on pouvait faire un récit continu. C'est une guerre qui a englobé des dizaines de millions de soldats, de civils, etc. Donc l'idée de faire un seul récit, ça nous paraissait aberrant. Partir en 14, arriver en 18 et embrasser toute l'ampleur de la Grande Guerre, ça ne nous paraissait pas tenable. Donc on a essayé de se dire, finalement, comment raconter aujourd'hui, en 2014, la guerre de 14-18 autrement. Et on s'est dit, il faut un peu de modestie. Vous savez, les historiens, je pense, c'est plus large que pour la Grande Guerre, on est plus modeste qu'autrefois. C'est-à-dire que c'est plus difficile de faire de grosses synthèses. Il y a tellement de connaissances, tellement de questions qui ont été soulevées que faire de grosses synthèses, c'est difficile. Donc on s'est dit, on va casser le récit. On ne va pas partir en 14 et finir en 18, on va essayer de raconter la guerre autrement. Donc on va être plus modeste d'une certaine manière pour que les gens aient plus de liberté dans la lecture du livre que si on leur disait, ben voilà, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé, la bataille de la Marne jusqu'à l'armistice. Donc on s'est dit, on va prendre des thèmes, des manières de faire, des regards. En fait, c'est 10 regards qui sont projetés sur la Grande Guerre, qui à la fois permettent de traverser toute l'histoire de la Grande Guerre, mais plus modestement et autrement. Je vous donne un exemple. Tous nos chapitres, en fait, racontent la Grande Guerre, mais à travers des prismes différents. Les objets. Les objets, évidemment, c'est très important dans l'histoire, et l'historiographie revalorise le rôle des objets. On sous-estime souvent les objets dans l'histoire des gens, et en fait, à mon avis, c'est un tort, et la sociologie nous a appris à les regarder autrement. Et donc, on a fait un chapitre sur les objets de la Grande Guerre. Par exemple, la carte de rationnement, qui a été si importante, notamment pour les pays où ce rationnement était décisif, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. La carte de rationnement, c'est des millions d'Allemands et d'Austro-Hongrois qui les ont manipulés, ces objets, pour qui c'était très important. Donc vous voyez, à travers le rationnement, on peut raconter l'économie de guerre, on peut raconter le blocus, on peut raconter les souffrances. Et donc ça, on l'a fait à travers d'autres objets. La question de la plaque d'identification que portaient les soldats, qui était très importante. Donc on a choisi comme ça des objets qui, si vous les lisez
les uns après les autres, finissent par raconter la guerre, puisqu'on raconte ce que subissent les civils avec le rationnement, comme ce que vivent les soldats du point de vue de la mort avec la plaque d'identité. On a pris aussi une photo d'une veuve devant la tombe de son mari, qui nous permet d'évoquer le deuil. Donc vous voyez, en un chapitre qui peut paraître rétréci, les objets, donc plaque d'identité, photos, obus, en fait, on essaie de raconter autrement la Grande Guerre. Et chaque chapitre est en fait un parcours dans la Grande Guerre, mais autrement. Autre chapitre qui m'a, moi, beaucoup plu, parce que j'y ai particulièrement travaillé, c'est la question des lieux. On a fait un parcours à travers les lieux de la guerre. Mais chaque lieu nous permet de raconter quelque chose. Ce n'est pas simplement de décrire les monuments ou ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on part de l'Allemagne du Nord, si vous voulez, par exemple, avec les monuments aux marins de la marine allemande, et on va arriver jusqu'en Afrique à un monument aux troupes camerounaises et allemandes qui est en Guinée, pour des raisons que je pourrais expliquer. Mais donc, du coup, vous voyez, à travers ce parcours, comme à travers les objets, on raconte toute la guerre, mais autrement. Pour que les gens, finalement, aient un peu plus de liberté pour combler les trous en fonction de leur imaginaire, de ce qu'ils ont envie de savoir. Donc, c'est l'idée que ce soit aussi un livre qui soit, que les lecteurs peuvent s'approprier en disant c'est intéressant, il y a ces deux lieux, moi j'aurais pensé à un autre lieu qui dit autre chose. Donc, d'une certaine manière, un livre plus ouvert qu'un récit qui serait le prof qui raconte la Grande Guerre de 14 à 18. Oui, bah, d'ailleurs, quand vous évoquez le jardin de Nogent-Paris, où on voit justement cette multiplicité de monuments avec des formes différentes, que ce soit donc venus d'Afrique ou des pays plutôt asiatiques, ça nous permet justement de vraiment replacer le récit dans une manière mondiale quand on est un lecteur averti ou non, amateur ou non de la Grande Guerre. Et j'ai remarqué aussi une autre chose qui est très intéressante, c'est une volonté de l'inédit, une volonté de certains détails qui font partie de l'histoire de la guerre, mais que l'on n'a pas forcément mis en avant dans toute l'historiographie depuis quelques années. Par exemple, le fait qu'il y ait eu une conférence pacifiste féminine, donc organisée par les États-Unis, en partie, aussi par l'Allemagne. Les Français ont refusé d'y participer et la Grande-Bretagne a interdit donc à ses représentantes féministes d'y aller. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on ne se doute pas forcément qu'en 1915, c'est aussi là où il y a toute la lutte justement des femmes pour leur insertion dans la vie professionnelle. Et on a souvent eu un discours comme quoi la Première Guerre mondiale aurait permis aux femmes une entrée massive dans la vie active, mais en même temps, on sait qu'elles y étaient déjà avant, en fait. Il n'a pas forcément fallu la Grande Guerre. Et donc, si vous voulez revenir sur... Oui, vous soulignez un point aussi qui d'ailleurs a été un chapitre du livre, c'est un chapitre sur les acteurs de la guerre. Et ce que vous dites pour les femmes, on a voulu donner dans ce livre aussi la parole à des acteurs qui sont moins connus que les généraux ou les soldats. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a donné la parole à un certain nombre de militants ou de gens ordinaires ou de gens peu connus. Par exemple, on a raconté le destin d'un travailleur chinois qui est venu donc de Chine pour servir la logistique des armées britanniques et françaises. Donc on a pris différents points de vue pour rappeler que la guerre, ce n'est pas uniquement les grands généraux, les hommes politiques. Il n'y a aucune notice, par exemple, sur Clémenceau. Il n'y a aucune notice sur les grands hommes. On a pris des personnages qui nous semblent parler de la guerre, mais sans être forcément des grandes figures. Par exemple, on a pris une militante arménienne qui a échappé au génocide et qui ensuite a milité. On a pris un personnage que je trouve moi assez fascinant. On a aussi fait nos choix, qui est le général Lukács, qui a été un grand général de la guerre d'Espagne, qui est mort sur le front espagnol en 1936 et qui avait été un ancien combattant de la guerre de 14-18. Ce qu'on a oublié, il y a beaucoup de combattants de la guerre d'Espagne qui avaient fait 14-18 dans les volontaires internationaux. Et donc, du coup, on a montré des parcours comme ça à travers le siècle de gens peu connus. Et on a pris aussi, par exemple, un soldat noir américain qui a découvert une autre forme de domination que celle qu'il connaissait, avec les armées françaises, puisque vous savez qu'il y avait la ségrégation dans l'armée américaine et on considérait que les Noirs ne pouvaient pas être de bons soldats. Donc, du coup, il a découvert qu'en France, les soldats, au contraire, pouvaient être noirs. Et ça l'a aidé à réfléchir sur l'émancipation des Noirs. Donc, vous voyez, on a pris des tas de gens, cette arménienne, un soldat noir, etc., pour montrer qu'il y a eu des tas d'autres destins que le poilu ou le général dans la guerre de 14-18. Et donc aussi valoriser des acteurs, effectivement, comme les femmes, comme des gens d'aucune importance sociale, et pas simplement les généraux ou les grands hommes. Donc cette idée de donner des figures d'acteurs, ça nous paraissait très important. Et puis, André Loès, comme moi, on est aussi sensible à l'idée que on lutte contre l'idée que la Grande Guerre a été une guerre d'adhésion massive à l'Union sacrée qui, pendant 4 ans, aurait motivé les populations, parce que ça ne nous paraît pas juste. Et donc, du coup, on a montré aussi, on a voulu rappeler qu'il y avait eu énormément de résistance à la guerre en 14-18. Et pas seulement des résistances
qu'on connaît, hein, les grandes mutineries de 1917, la Révolution russe, tout ça est bien connu. Mais en réalité, dans les populations, à tous les niveaux, il y a eu des résistances de féministes, hein, de pacifistes. Il y a eu de grands procès, par exemple en France, pour des institutrices comme Hélène Brion, hein, qui distribuait des tracts pacifistes. Il y avait un petit comité qu'on appelait le comité de la rue Fondary, c'est une rue du 15e arrondissement, hein, avec des femmes, dont Gabrielle Duchesne, qui luttaient contre la guerre. Donc, si vous voulez, il y a eu une résistance à la guerre multiforme, celle de femmes, celle de militants, celle de gens ordinaires, sous différentes manières. Et cette résistance à la guerre, on a voulu lui en donner toutes les facettes. Et montrer aussi que la résistance à la guerre n'est pas seulement le fait de soldats fatigués, épuisés, ou de populations affamées, mais que les gens étaient capables de prendre en main leur destin sous différentes formes. Et par exemple, on a fait aussi un chapitre, hein, sur les textes. Et je ne vais pas le lire parce que ce serait un peu long, ou je vous le lirai tout à l'heure, mais il y a un texte que j'aime beaucoup de mutins, de soldats français qui sont rebelles en 1917 et qui disent cette guerre, on la dénonce parce que c'est une duperie. Et donc, du coup, il faut qu'on l'arrête. Ils ne disent pas on en a marre, ils disent c'est une duperie. Donc, ils ont une analyse de la guerre. Donc, ce n'est pas simplement des pauvres soldats fatigués, hein, qui refuseraient la guerre, c'est des gens qui sont capables de faire une analyse, qu'on partage ou pas, peu importe. Ils sont capables de produire un discours politique sur la guerre en 1917. Et donc, d'ailleurs, ils font une pétition qui est signée, et André Loez a retrouvé dans les archives les signataires de la pétition, ce qui est évidemment très dangereux pour eux, parce qu'ils risquaient le conseil de guerre et même, pour certains d'entre eux, la peine de mort. Hein. Mais on voit la liste des signataires de gens qui pétitionnent contre la guerre, hein, contre l'arrêt des offensives inutiles, au nom de cette guerre qu'ils jugent une duperie, pour reprendre les termes du texte qu'on a mis dans le livre. Donc, vous voyez, c'était aussi donné, à travers ces femmes de 1915 que vous évoquiez, à montrer qu'il y a tout un ensemble de résistance à la guerre, multiforme, complexe, et souvent beaucoup plus affirmée qu'on ne croit, parce qu'évidemment, le centenaire, il y a un risque, hein, dans le centenaire, c'est une forme de commémoration d'union sacrée, où tout le monde dit, bah oui, la France était un pays uni, dans la dureté, etc. Ben non, hein, c'est pas vrai, l'union sacrée, ça existe, c'est important en 1914, mais ça s'étiole très vite. Il y a beaucoup de gens qui sont restés en dehors ou qui ont résisté à l'idée d'une unité du pays pour une défense nationale, dont certains doutaient de l'intérêt, en tous les cas jusqu'au bout et dans les circonstances de 14-18. Oui, d'ailleurs, dans votre ouvrage aussi, vous faites la distinction entre les pacifistes et la volonté de paix. C'est-à-dire que vous montrez bien la distinction en disant que ceux qui voulaient la paix n'étaient pas forcément pacifistes. Et là est tout l'intérêt aussi de cet ouvrage, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les logiques qui ont été après la guerre. C'est-à-dire que certains qui voulaient la paix n'étaient pas forcément pour justement pacifistes et pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, mais pour que celle-ci s'arrête. Et ça n'a pas empêché la volonté, du moins la reprise nazie, d'une glorification de la guerre et qui a justement endigué tous les discours pacifistes de ceux qui ne voulaient plus du tout qu'il y ait un tel conflit. Et du coup, ça nous permet vraiment de comprendre cet enjeu. Et d'ailleurs, je me demandais, par rapport à cette idée de commémoration, parce que vous le sortez à l'occasion du centenaire, cet ouvrage, et donc ce rapport étroit avec la paix, en fait, cet objectif, quel est pour vous l'enjeu en tant qu'historien d'amener à cette distinction-là et de le faire rentrer justement dans ces logiques pendant la guerre et après la guerre, de montrer... Alors, ce que vous pointez, quelque chose qui est très important, il y a deux choses, notamment pour les soldats au front. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que très vite, tous les soldats quasiment, hein, sauf exception, vont commencer à ne plus supporter les conditions de la guerre. Alors, ça va prendre un temps plus ou moins long, mais ça va être très vite. Hein. Il va y avoir un rejet massif de la guerre à partir de 1915-1916, de plus en plus grand. Alors ce rejet, il est lié au fait que sans doute il y avait un grand décalage entre la guerre qu'ils attendaient de mener, hein, c'est pour ça que ce n'était pas forcément du pacifisme, comme vous le dites, et ce qui va être la réalité des tranchées et la durée de cette guerre qui n'en finit pas. Et donc ce décalage, il est massif. Hein, c'est-à-dire que ces soldats pensaient que la guerre ne durait pas très longtemps. Alors, hein, il y en a un qui s'appelle Zachary Baquet qui dit, je crois que c'est dès septembre 1914, il dit « Je commence à trouver la guerre longue ». Hein, donc il n'a pas fini, le garçon. Hein, donc vous voyez quand même les représentations qu'ils avaient. Hein, donc du coup, ils pouvaient être motivés pour aller faire une guerre, hein, qui n'était pas celle qu'ils vont mener. Hein, c'est aussi pour ça qu'il va y avoir une différence entre être pacifiste, c'est-à-dire refuser la guerre sous toutes conditions, et refuser celle-là, parce que ce n'est pas celle-là qu'on voulait faire. Hein, j'avais un débat il n'y a pas longtemps à Bruxelles avec l'historien allemand Gerd Krumeich, et puis il se posait la question, il disait, le journaliste belge lui demandait, c'était un journaliste, je crois, de la Libre Belgique, il lui disait, mais est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la guerre? Et puis, Cronmage a dit cette chose très juste. Pour moi, je ne crois pas beaucoup aux leçons de l'histoire en général. Il disait, finalement, il y a peut-être une leçon, c'est qu'on ne sait jamais quelle guerre on commence.
Et ça, je crois que c'est très juste. Hein. Il pensait évidemment aux circonstances contemporaines. Hein. Il n'y a pas de leçon. Hein. La guerre de 14 nous éclaire en rien sur le contexte d'aujourd'hui. Mais cette idée qu'on ne sait jamais la guerre qu'on commence, ça me paraît très fort. Et 14-18, ça a été ce que beaucoup de soldats ont vécu.